Salut tout le monde, bon je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais avant que la vidéo commence, j'ai quelques petites informations à vous délivrer, car à vrai dire j'ai besoin de vous. Comme vous le voyez, cette vidéo est une vidéo de théorie, qui sont au nombre de 4 dans celle-ci. J'aimerais avoir votre avis sur le format à privilégier pour les futures vidéos de ce genre. Est-ce que vous préférez des vidéos traitant de plusieurs théories, et sortant donc un petit peu moins souvent, ou alors des vidéos sur une seule théorie qui sortirait plus régulièrement, disons toutes les 2 ou 3 semaines par exemple. Voilà, je vous laisse un petit sondage dans le petit i en haut à droite, j'attends vraiment vos retours, c'est assez important. Sur ce, bonne vidéo. Je vous avais dit que je vous reparlerais de Nintendo, et bien ça n'a pas tardé. Avec autant d'univers et de jeux, vous doutez bien que les théories et histoires étranges sont légion. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter 4 théories / creepypasta des différents univers Nintendo, entre Zelda, Pokémon ou encore Super Smash Bros. Vous allez voir qu'il y a de quoi faire, rien que pour cette vidéo. Une théorie extrêmement populaire sur l'univers de Pokémon est qu'une guerre aurait ravagé le monde, ou du moins les régions de Kanto et Johto. Il est vrai qu'il y a de nombreux arguments qui viennent appuyer cela. Nous n'avons pas de père, des organisations criminelles se forment facilement, et certains personnages l'évoquent même clairement, comme le Major Bob, qui explique que ces Pokémon l'ont sauvé pendant la guerre. Si tout le monde n'est pas d'accord sur le type de guerre dont il s'agit, on peut se dire qu'il y en a bien une. Mais alors, quelles sont ses origines? Eh bien, on pourrait les trouver dans Pokémon Go. Oui, je vous jure, dans ce jeu, on nous demande de choisir une équipe et d'aller attraper le plus de Pokémon possible, conquérir des arènes, etc., pour le compte de notre équipe. Mais là, vous allez me dire que c'est impossible, car Pokémon Go se passe dans notre monde et pas dans le monde de Pokémon. Mais qui a dit que le monde de Pokémon n'était pas le nôtre? En effet, pour beaucoup de personnes qui croient à la théorie de l'univers partagé Nintendo, Pokémon pourrait éventuellement représenter notre monde, les autres jeux Nintendo étant des jeux dans les jeux. Comme argument pour appuyer cela, on peut noter la présence dans notre maison de diverses consoles Nintendo, mais aussi la présence des équipes de développement de Game Freak. Dans l'univers Nintendo, Pokémon serait donc le monde entre guillemets réel, et les autres licences comme Mario ou Zelda seraient donc bel et bien virtuelles. Partant de cela, on peut donc imaginer que plusieurs années, voire dizaines d'années avant le début de Rouge et Bleu, le professeur Saul, donc le professeur de Pokémon Go, a créé ce principe d'équipe, encourageant les gens à sortir capturer le plus de Pokémon possible, en équipe justement. Cependant, le phénomène aurait pris une ampleur que lui-même n'avait pas prévue, et ce qui devait n'être à la base qu'une simple compétition se transforma en guerre, les gens utilisant leurs Pokémon pour se battre, expliquant ainsi le grand nombre de disparus dans les régions. L'univers de Kirby est à première vue extrêmement coloré et joyeux. Kirby et la plupart de ses ennemis sont mignons, et mis à part Meta Knight, tous les personnages de l'univers semblent gentils comme tout. Même le roi Dedede, franchement c'est impossible aujourd'hui de le considérer comme un véritable méchant tellement il est drôle. Mais s'arrêter à cela est une belle erreur. L'univers a aussi ses penchants sombres et plus sérieux, suffit de voir des personnages tels que Marx, Zero, ou encore la backstory de Meta Knight dans l'animé, qui sont tout sauf joyeux, voire même carrément creepy par moments. Bref. Et on en arrive à Kirby 64. Dans ce jeu, on arrive dans un monde nommé Shiverstar, une planète possédant d'étranges similitudes avec notre bonne vieille Terre. En effet, quand on regarde attentivement, on distingue clairement les continents tels que l'Amérique, ainsi qu'un satellite naturel gravitant autour, semblable à la Lune. Sauf que voilà, cette Terre semble gelée ou en tout cas recouverte de neige. Une fois dessus, on constate la présence de robots, mais aussi de villes par endroits, mais aucun être humain. Qu'est-il arrivé à la population ? Eh bien, il se peut qu'elle ait été simplement exterminée suite à une guerre nucléaire. La couleur blanche serait donc un hiver nucléaire suite à cette guerre mondiale ayant fait s'éteindre la race humaine. Les humains ont existé sur cette terre, en effet ils y ont créé des technologies avancées telles que les robots que l'on voit, et désormais il ne reste plus qu'eux. Enfin, pas totalement. En effet, quand on traverse une usine dans ce monde, on y voit divers animaux enfermés dans des sortes de tubes. Cette théorie suggère qu'ils ont été placés là dans les derniers jours de la guerre afin de repeupler la planète, une fois cette période passée. Kirby traverse donc une terre post-apocalyptique où il ne reste que des traces de notre passage, mais aucun être humain, l'espèce s'étant éteinte suite à une guerre, provoquant un hiver nucléaire. Lorsque j'ai cherché des théories sur Zelda, je n'en ai pas trouvé qui m'intéressaient vraiment pour cette vidéo. Je me voyais mal vous parler de la théorie comme quoi Link est mort dans Majora's Mask, car même si elle est très bonne, tout le monde la connaît. C'est un peu comme la théorie de Tyrion Targaryen dans Game of Thrones que l'on entend tout le temps. Bref, j'avais envie de vous parler ici de Ben Drone, la creepypasta la plus célèbre de The Legend of Zelda, mais pas pour bêtement vous raconter son histoire comme beaucoup l'ont fait, mais plutôt pour tenter de l'expliquer et de comprendre pourquoi est-ce que ça a aussi bien marché. Mais bon, quand même, pour ceux qui ne sont pas à jour sur cette histoire, petit rappel. Ben Drone est une histoire datant de 2010. Un utilisateur du nom de Ja du Sable
J'ai du sable, bref, peu importe, poste des vidéos et une histoire sur une cartouche de Zelda Majora's Mask qu'il aurait acquis auprès d'un vendeur dans une brocante. Une fois rentré chez lui, il décide d'enregistrer sa partie sur sa Nintendo 64 et de la poster sur YouTube. Un fichier était déjà existant dans le jeu et se nommait Ben. Il décide alors d'en créer un nouveau en le nommant tout simplement Link. Il remarqua cependant des choses assez perturbantes dans ce jeu. En effet, au-delà de quelques bugs de texture, les PNJ ne l'appelaient plus Link mais Ben. Il décide alors de supprimer le fichier de sauvegarde nommé ainsi, et c'est là que tout part en vrille. Link qui se casse littéralement en deux, qui prend feu sans raison, des bugs bien creepy et des musiques inversées qui rendent le tout terrifiant. Suite à de nombreux redémarrages, Jade du Sable se retrouva finalement avec deux nouvelles parties, l'une nommée Ben et l'autre Drowned. Drowned qui veut dire noyé. Après que la cartouche est plantée totalement, il décide de partager son histoire sur des forums, et se fait alors contacter par une personne qui serait le fameux Ben. Ben serait en fait un enfant mort noyé ayant choisi de posséder une cartouche de Nintendo 64 dans le but de pousser un autre jeune au suicide pour qu'il ait un ami lui aussi dans l'au-delà. Jade du Sable décide alors de détruire la cartouche et son ordinateur aussi au passage. Bon, je sais que dit comme ça peut paraître très gros, et ça l'est. Cette histoire a donné lieu à de nombreuses théories sur internet via certains éléments. En effet, il semblerait, après vérification, que les séquences de gameplay proviennent en effet d'une authentique cartouche Nintendo 64 et non d'un émulateur, rendant cette histoire tout de suite plus crédible. Cet élément pris en compte, certaines personnes ont carrément commencé à croire tout ce qui avait été raconté et ne sont pas allées chercher plus loin. En effet, il faut avouer que les séquences de gameplay en elles-mêmes sont assez dérangeantes. Néanmoins, Jade du Sable, de son vrai nom Alex Hall, a fini par confirmer en 2014 que cette histoire autour de la cartouche était un fake monté de ses soins. En attendant, ce que l'on ne peut pas nier est que cette creepypasta est l'une des toutes meilleures sur le jeu vidéo, voire l'une des toutes meilleures tout court, ayant généré bon nombre de théories et de débats avec le temps, avec des gens qui y croyaient vraiment. Voilà, même si ma préférée reste le syndrome de l'avant-ville, mais ça on en reparlera peut-être un de ces quatre. Brawl a beau ne pas être l'opus préféré des fans de Smash Bros, c'est un jeu qui aura toujours une place particulière à mes yeux, car c'est avec lui que j'ai découvert la quasi-totalité des univers Nintendo. Zelda, Kirby, Metroid ou encore Star Fox, j'ai tout connu grâce à ce jeu, je n'en avais jamais entendu parler avant. Même Zelda, je vous jure. Bon bref, il n'y avait que Mario et Pokémon avant cela pour moi. Ce Smash Bros nous proposait un mode histoire, à savoir l'émissaire subspatial. On y rencontre vers la fin du jeu le boss final, à savoir Taboo, un être extrêmement puissant souhaitant se débarrasser des héros. Cette théorie stipule que ce personnage est une représentation du passage à l'âge adulte des joueurs ou des enfants. Reprenons depuis le début. Dans la cinématique d'intro du tout premier Smash Bros, donc sorti en 1999, on voit une main prendre Mario comme s'il s'agissait d'une poupée ou d'un jouet. Il est suggéré que c'est cette main qui crée le principe même du jeu, à savoir la rencontre des personnages de différents univers Nintendo. Cette main, on la revoit dans le jeu et il s'agit même d'un personnage, d'un boss plus précisément, récurrent de Smash, à savoir Créamain ou Master Hand en anglais, donc qui fait référence à la création. Tout cela laisse à penser que l'univers de Smash Bros a été créé par un enfant souhaitant simplement jouer avec ses personnages favoris, ça c'était une théorie très populaire au sein des fans. Sauf que voilà, cet enfant dans le premier Smash, eh bien il a bien grandi. En admettant que l'enfant en question soit âgé de 7 ou 8 ans au moment du premier jeu en 1999, il en a environ 16 ou 17 lorsque Brawl sort en 2008. Et rappelons le but de Taboo. Éliminer les héros et transformer le monde varié et riche de Nintendo en un monde sans âme, triste et sombre, que l'on voit à de nombreuses reprises dans le jeu. Selon cette théorie, ce personnage et ses actions représentent ici le rejet de l'enfance, un phénomène qui apparaît justement beaucoup à l'adolescence, précédant l'entrée dans le monde adulte, le monde réel entre guillemets. On peut ajouter à cela que Taboo ne semble pas avoir une quelconque expression, il est transparent et vide, il est même recroquevillé par moments. Dans le mode histoire, on voit même qu'il retient de force Créamain, l'empêchant d'agir. Créamain qui représente ici l'esprit d'enfant, je rappelle. Une fois libérée, elle essaiera de s'opposer à Taboo, ce dernier ne fera que l'achever définitivement, achevant symboliquement son esprit d'enfant. Le nom du personnage vient d'ailleurs ajouter de la crédibilité à cette vision des choses. Taboo, bien que l'orthographe soit différente, est un mot qui signifie, je cite, quelque chose dont on ne doit pas parler par crainte ou par pudeur. Car oui, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il est encore tabou de dire que l'on joue aux jeux vidéo, que l'on s'intéresse aux univers de fiction, ou que l'on collectionne des figurines en tant qu'adulte. Et le personnage représente cela, dans cette théorie en tout cas.
Il est inexpressif, semble recroquevillé par moments, comme s'il ne voulait pas faire ce qu'il fait. Mais quelque part, quelque chose l'y obligeait. Et bien voilà, cette dernière théorie était peut-être longue, mais c'était au final, je pense, la plus intéressante des 4. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez concernant ces 4 théories. Je précise bien évidemment que ces théories creepypasta ne sont pas de moi, je vous mettrai dans la description des liens vers d'autres vidéos ou articles en parlant. Et je le répète, mais n'oubliez pas de me donner votre avis sur le format de théorie que vous voudriez que je privilégie, et je vous laisse un autre sondage également, afin que vous puissiez voter pour l'univers sur lequel je ferai la prochaine vidéo théorie justement. Sur ce, c'était Magnus, on se dit à très bientôt, portez-vous bien, ciao.